Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Pendant 2 jours, acteurs de la société civile, cadres de l'administration publique, universitaires et partenaires financiers ont examiné le rapport national du développement humain durable 2017. À l'issue d'intenses travaux, les participants militent pour la transformation de la bauxite en Guinée, l'accélération du processus d'adoption et de mise en œuvre du code minier, l'adoption de la loi sur la parité entre autres. Ensuite, mettre en œuvre des mesures fortes de lutte contre l'impunité et la corruption. Organiser les élections politiques à date et appliquer la loi au détriment des accords. Élaborer et mettre en œuvre un programme pilote décentralisé de protection sociale. Et cela permettra de faire la prise en charge durable des personnes vulnérables. Le ministère du Plan salue ces recommandations et indique qu'elles serviront de boussole au gouvernement dans le cadre de l'élaboration du prochain plan national de développement et du PNDS, Plan national du développement économique et social 2016-2020. Le rapport que vous venez d'analyser, en l'enrichissant de vos expériences respectives, est désormais pour le gouvernement une boussole qui va orienter la prise de décision en ce qui concerne les aspects clés de développement humain que sont le revenu et l'emploi, la santé, l'éducation, ainsi que des aspects environnementaux et de gouvernance. La prochaine étape sera la vulgarisation de ce rapport national du développement humain durable sur toute l'étendue du territoire national. Lors de son passage à l'Assemblée nationale devant les élus du peuple pour défendre le budget de son département, le ministre de la Communication avait annoncé une éventuelle modification de la loi L0D sur la liberté de la presse en Guinée. Cette annonce a créé certains doutes au sein du monde des médias dans le pays. Cette audience accordée aux représentants des associations de presse a permis de dissiper ce doute. Il était bon que l'on se rende compte que l'on parle des inquiétudes et surtout que contient réellement le projet de loi qui doit être soumis. Nous sommes sortis rassurés. Maintenant, nous allons continuer les démarches. Les associations doivent faire des propositions pour améliorer le projet de loi avant que cela ne soit soumis à l'Assemblée nationale pour son adoption. Pour le ministre Amara Somparé, la modification de la loi L0D sur la liberté de la presse en Guinée ne remettra aucunement en question les libertés fondamentales consacrées par la Constitution, encore moins la dépénalisation des délits de presse. Tout ce qui est objet de cette révision, c'est uniquement des ajustements administratifs et réglementaires pour permettre d'assainir un peu le cadre de fonctionnement de la presse en Guinée. Bon, je terminerai en disant qu'il faut que dans notre pays, la culture évolue un peu. Les lois sont appelées à vivre, à évoluer pour s'adapter aux progrès technologiques et aux évolutions sociétales. Il en va de même pour la loi sur la liberté de la presse. Plus loin, il explique que cette modification va prendre en compte le développement massif de nouvelles formes de médias, notamment les web radios et TV. 5 années d'enquête de la société civile dans les zones minières, mais le constat reste toujours amer. Amer du point de vue du respect strict des obligations légales. Les sociétés minières n'auraient aucune considération à l'égard du code minier guinéen. Aujourd'hui, le code minier de la Guinée est très peu ou partiellement respecté par les sociétés minières. Pour la simple raison, la plupart des sociétés en phase d'exploitation aujourd'hui sont régies par l'ancien code. C'est pourquoi nous avons demandé dans ce rapport aux sociétés minières d'accepter volontairement de s'aligner sur ce nouveau code pour que les bonnes dispositions du code minier dans le cadre de l'appui aux collectivités à travers le paiement des taxes sur les chiffres d'affaires soient véritablement une réalité. En septembre 2011, la Guinée a adopté un nouveau code minier
issu d'un processus participatif dans lequel les organisations de la société civile se sont fortement impliquées, mais ils estiment pouvoir participer à l'amélioration des conditions de ce secteur en soumettant des recommandations aux décideurs. Nos recommandations aujourd'hui, c'est d'abord élaborer tous les tests d'application et prendre tous les arrêtés et décrets pour que le code minier soit effectif sur le terrain. Parce que nous savons que si le code minier est respecté par tous les opérateurs sur le terrain, les communautés vont bénéficier. Parce qu'il y a de bonnes dispositions qui sont à l'avantage des collectivités impactées. Durant ces 2 jours de concertation, la coalition nationale publiait Ce que vous payez avec d'autres organisations de la société civile expertes en gouvernance du secteur minier vont chercher des pistes de solutions afin que les citoyens de ces localités bénéficient de l'exploitation minière. L'objectif de cette formation des formateurs intitulée Appui institutionnel et révision du cadre réglementaire est de mettre à la disposition du ministère un pôle de formateurs. Ils auront désormais pour tâche de former des cadres de l'administration décentralisée et déconcentrée sur toute l'étendue du territoire national. Toutes ces activités de renforcement de capacité que nous organisons ont pour finalité de doter nos institutions de formation et notre administration publique des ressources humaines qualifiées, capables de rendre un service de qualité aux citoyens, surtout aux jeunes. Car la première richesse d'une nation, c'est son capital humain. Ces participants ont été outillés dans des domaines comme la gestion axée sur les résultats, la gestion des projets, la rédaction administrative, pour ne citer que cela. Par la voix de leur porte-parole, ils se sont engagés à démultiplier les connaissances acquises. À l'issue de cette formation, nous sommes suffisamment outillés en techniques adéquates de formation et nous nous engageons à démultiplier cette formation au niveau des structures d'encadrement de jeunesse. Nous recommandons la pérennisation de ces acquis par l'organisation des ateliers de formation en faveur des responsables encadreurs de jeunesse et des jeunes. Le ministre de la Jeunesse qui a présidé la cérémonie n'a pas manqué de rappeler aux cadres participants à cette formation leur prochaine mission. Votre équipe permettra au ministère d'améliorer les compétences et capacités de travail du personnel à tous les niveaux pour faire face aux enjeux liés à la mise en œuvre des projets et programmes du gouvernement en matière de jeunesse. Le projet Bossège est financé à hauteur de 20 millions de dollars américains par l'IDA, un groupe de la Banque mondiale, pour une durée de 6 mois. Il vise 18 000 jeunes en formation initiale et plus de 2 800 jeunes diplômés sans emploi, soit un total de 20 000 jeunes. Ce n'est pas la revendication totalement opportuniste de Daesh qui change quoi que ce soit. Il y avait ici un homme qui a nourri en son sein le mal. Il a tué. Et au moment où je vous parle, je pense aux victimes, je pense aux blessés qui sont en train encore dans les hôpitaux de Strasbourg de se battre entre la vie et la mort. Je pense à leurs proches. Abou a 18 ans. Ce jeune Ivoirien est l'un des 53 000 migrants à avoir rejoint le sud de l'Espagne cette année, 3 fois plus qu'en 2017. Arrivé à Almeria en octobre, il est désormais à Madrid. Son périple vers l'Europe a duré 2 ans et s'est terminé par une difficile traversée de la Méditerranée. Il y a les femmes qui pleuraient, tout ça là. Même il y a les hommes même qui pleuraient. Mais moi, en tout cas, moi, ils ne pleuraient pas, mais mon cœur n'était pas tranquille. Vraiment, j'ai cru que moi, la vie, c'était fini vraiment. Abou a été secouru en mer. Il espère maintenant trouver un emploi et obtenir des papiers en Espagne. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Sur la plage de Barbate, cet hôtel a été érigé en hommage aux 23 jeunes Marocains qui sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne en novembre. Ils font partie d'une longue liste, près de 700 victimes décédées en Méditerranée cette année, un chiffre qui a triplé en un an. Quand nous avons retrouvé presque tous ou tous les corps du bateau dans lequel ils voyageaient, nous avons appris qu'un nouveau corps de femme avait refait surface, une femme d'Afrique subsaharienne. La plus courte traversée entre l'Afrique et l'Espagne n'est que de 14 km. Elle est donc forcément devenue la plus attractive pour aller en Europe. Mais ces 14 km restent très périlleux pour les embarcations de fortune que les mafias vendent aux migrants.
Et les autorités craignent que l'hiver ne dissuade pas beaucoup de candidats. Avec des conditions météo qui ne sont pas bonnes, une mer changeante, des courants forts, des brouillards qui peuvent surprendre, c'est une traversée extrêmement dangereuse. Certaines victimes de cette traversée sont enterrées dans ce cimetière à Tarifa, la plupart non identifiées. La tombe la plus ancienne contient les restes de 9 migrants morts en Méditerranée, il y a exactement 30 ans, en 1988.